Pourquoi la 9ème génération de Pokémon est mauvaise? C'est parce que la 9G c'est du caca et les légendaires c'est des motos. Oui, bon, commençons par les points négatifs. Soit 90% du jeu. Normalement, la Switch 2 devait arranger la majorité des bugs et des glitches, mais visiblement, c'était trop dur pour en faire un bon jeu. T'as payé un patch graphique à 500 € qui marche pas. Écoute Philibert, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tout le monde doit l'être. T'as combien de Lamborghini? Moi j'en ai pas une mais 3. Et uniquement parce que la 4ème a le pare-brise pété à cause d'une tiktokeuse. Meuf, c'est quoi ton problème? Fais comme tout le monde, va voir un match de foot du PSG et crame les voitures des pauvres au lieu de briser celles des riches. Bref, je ne vais pas épiloguer sur les problèmes graphiques qui sont évidemment l'un des plus gros défauts du jeu, ni sur les problèmes de glitch, de bugs, de clipping, mais tout simplement de vous parler de la 9G en tant que telle. Et si la 9G au final avait été entièrement finie et que ces bugs, clipping, etc. avaient été corrigés. Est-ce que la 9G aurait été bonne? Eh bien selon moi, non, tout simplement parce que la 9G est pétant de fainéantise. La 9G est dans la descente de la 8ème génération qui avait déjà enlevé énormément de contenu au jeu Pokémon. Le tutoriel le plus long de l'histoire du jeu vidéo! Déjà, est-ce qu'on peut parler du tutoriel? Quand vous finissez tous les tutos, vous êtes au minimum à 1 heure de jeu. Alors je sais, il y a une partie un peu ouverte avant d'arriver à l'école, mais quand tu peux réellement commencer toutes les choses que tu as à faire dans le jeu, tout ce que le jeu te promet, tu as un minimum d'1 heure de tutoriel. Un tutoriel d'1 heure dans Pokémon, ce n'est pas normal. Pokémon est un jeu simple de prise en main. Tu n'as pas à avoir des tutos sur 1 milliard de choses, on s'en fout. Pour la Terra cristallisation par exemple, tu as juste besoin de cliquer sur la touche Terra cristallisée. Tu n'as pas besoin d'avoir un tuto durant ton combat, on s'en fout, la touche est déjà présente. C'était le cas pour la méga évolution. La méga évolution, on avait juste appuyé sur méga évolution pour méga évoluer. Alors pourquoi vous nous le faites pour la Terra cristallisation? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont forcément plus stupides que les enfants d'il y a 10 ans? Oui, mais c'est pas une raison de leur montrer. Surtout qu'en plus, vous avez quand même une communauté de pas mal de gens qui ont joué aux anciens jeux. Si les jeux Pokémon sont aussi développés aujourd'hui, enfin quand je dis aussi développés, je parle pas évidemment du jeu en lui-même, mais je parle de la communauté. Si la communauté Pokémon est aussi grande, c'est aussi parce que énormément d'anciens joueurs jouent aux nouveaux jeux Pokémon. On n'a pas honte de jouer à ces jeux qui sont pour enfants. Alors arrêtez de nous prendre pour des teubés. Game Freak, vous nous prenez vraiment par la main. Et pour des idiots. Et ça, en tant que joueur, c'est horrible. Tu passes de tuto en tutoriel, en tutoriel, en tuto, en tutoriel, etc. Et c'est fatigant. Toute la partie où tu rencontres ton légendaire, que ce soit Coraidon, la moto magique, ou Miraidon, la moto Du futur. ne sert à rien. Ça te ralentit encore une fois dans ta progression. Tu rencontres le Pokémon, il est sur la plage, tu lui files ton sandwich, basta. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Ensuite, t'es toujours pas libre parce que tu dois rencontrer Pepper qui avait la Pokéball de ta moto légendaire. Et après, t'as quand même un peu de temps libre jusqu'à ce que t'ailles à la ville dans laquelle il y a ton école. Bonjour, c'est le moi du futur, parce qu'en fait j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que les explications de toute la phase de début du jeu duraient en explication 10 minutes. Je vous jure que tout ce que j'ai expliqué, c'est vous dire à quel point j'ai détesté toute la phase de début du jeu. Je peux vous mettre un petit extrait là comme ça. Et après, tu dois passer dans la cafétéria pour parler à Pepper qui te parle des épices secrètes. Et ensuite, avant de quitter la cafétéria, Cassiopée t'appelle. Cassiopée qui te dit, faut dissoudre la Team Star. Pourquoi? Je sais pas, tu sais pas. Tout ce que tu sais, c'est qu'il faut la dissoudre parce que c'est une team de méchants. Tu lui dis, ok, pas de souci. Et juste après, t'as Clove qui revient te parler. Les gars, est-ce que juste je peux jouer? Non, bah visiblement non, évidemment. C'est pour ça que je vais passer maintenant sur cette phase de tuto pour parler de la suite. Le jeu a enfin commencé. On commence l'aventure. La liberté, la beauté des graphismes, c'est exceptionnel. C'est de la merde. Excuse me. Et je parle pas que des graphismes. C'est peut-être le pire jeu ouvert que j'ai vu. La Team Star, il y en a qui aiment beaucoup. Moi, je ne l'aime pas du tout. Déjà parce que le coup de « mais les méchants, en fait, ils sont gentils », vous nous l'avez déjà fait dans la 8ème génération, vous nous l'avez plus ou moins fait dans la 7ème génération. La 7G, c'est 2016, donc c'est 6 ans
avant Écarlate et Violet. Donc ça fait 6 ans qu'on connaît cette formule. Ce n'est plus un plot twist. Et s'il vous plaît, si vous faites une team de méchants, faites en sorte qu'ils soient méchants ou qu'ils ont un réel intérêt. À mon sens, vous auriez pu faire une team incroyable où chacun des admins avait un Pokémon Paradoxe. Comme les Pokémon Paradoxe, on ne les voit qu'à partir de la zone 0, et bien finalement ce serait une team qui étudie en parallèle de la professeure ces fameux Pokémon Paradoxe et que justement en fait ils veulent utiliser ces Pokémon pour plus tard contrôler le monde. Alors là maintenant vous avez qu'à pondre une histoire autour de ça, hein. Vous avez réussi à le faire avec la team Plasma, la team Galaxy, la team Aqua, la team Magma, la team Rocket. Vous êtes capable de faire des bonnes teams. Et en plus de ça, vous avez 5 chefs de la Team Star et aucun n'a une épreuve originale. Tu fais exactement la même chose. Tu bats le garde à l'entrée, tu bats les Pokémon qui sont gardés dans le camp en utilisant la méthode en avant en battant 30 Pokémon et puis tu bats le gars qui a une voiture comme Pokémon principal. Donc au final, Pokémon Écarlate et Violet, c'est quoi le résumé? Eh ben en fait, les Pokémon légendaires c'est des motos, et le Pokémon légendaire de le méchant, c'est la vroom vroom tuture. Ah tut tut pouette pouette, la voilà, ma automobile. Je vais tout de même donner un point positif. Chaque personne de ce groupe de la Team Star a un design très sympa. Et en fait, leur histoire est quand même assez touchante. Même si selon moi, j'aurais préféré qu'elle soit faite dans d'autres conditions. Et surtout, je les aurais trouvées beaucoup plus stylées avec un Pokémon Paradoxe. Maintenant qu'on a parlé du seul point positif pour moi de la Team Star, on va parler du Conseil 4. À la fin du jeu, le Conseil 4 est nul et inexistant. Je ne me souviens du nom d'aucun des 4 maîtres. C'est quand même vachement drôle de voir que dans le même jeu, le Conseil 4 du jeu principal, donc de Écarlate et Violet et de Paldea, est éclaté au max, alors que dans le DLC, le Disque Indigo, le Conseil 4 est l'un des plus durs et surtout hyper Cool. Bref, après avoir parlé de ça, il est temps de parler des points positifs. Ces points positifs, moi, me font aimer la 9G. Oui, je ne déteste pas la 9G finalement. J'ai trouvé les arènes vraiment cool, notamment pour leurs épreuves. Alors je vous dis la vérité, mes arènes préférées, ce seront quand même les arènes de la budget, même si je considère la budget comme l'une des pires générations de Pokémon. Et pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup aimé les arènes de la 9G. Je ne parle pas de leur design, je parle de leurs épreuves. L'épreuve des Héliatrons, je trouvais ça sympa. J'ai trouvé sympa le roule olive. J'ai trouvé très sympa les enchères faites avec Ombu. Même si malheureusement elles ont été trop courtes. J'ai adoré l'épreuve de machine. Il y a vraiment des trucs qui sont hyper cool et de bonnes idées dans le jeu. Et les combats d'arène. Alors évidemment, les combats d'arène restent des combats d'arène. Mais la dynamique de la terracrystallisation était assez sympa. Même si personnellement j'aurais trouvé ça plus sympa s'il y avait un mode, pourquoi pas un mode challenge qui change le Pokémon principal des champions d'arène, donc le Pokémon le plus puissant, et qui en fait, au lieu de prendre un Pokémon qui n'est pas du type de l'arène, et qui, en terra cristallisant, se change dans le type de l'arène, prendre un Pokémon du type de l'arène pour avoir un autre terra cristal. Exemple, au lieu d'avoir un Magirev qui se change en type électrique dans l'équipe de machine, on aurait un Pomote de type électrique qui se terra cristalliserait en type vol, donc immunisé à la seule faiblesse du type électrique, le type sol. Ça c'est une idée que j'envoie comme ça, mais les arènes ont tout de même été assez rafraîchissantes, et selon moi, l'une des meilleures quêtes au final de ce jeu Pokémon, c'est peut-être les épices secrètes. Alors c'est vrai que les dominants dans Soleil et Lune m'avaient très peu intéressé. Mais là cette fois les dominants ont une raison. Ce n'est pas juste récupérer un cristal Z, ça permet Pokémon Moto de retrouver des pouvoirs d'origine, ce qui nous permet de faciliter notre exploration dans la région. Et ensuite il y a l'histoire de Pepper et de son Dogrino que j'ai trouvé très touchant. C'est l'une des fois où sans blague je me suis le plus senti émotionnellement impliqué depuis la fin de Pokémon Noir et Blanc. Maintenant, parlons de la zone 0. C'est quelque chose que j'ai très peu fait, très peu exploré, tout simplement parce que le jeu m'avait énormément fatigué et en fait a tellement de points négatifs que c'est un peu dommage. Et après avoir fini, j'étais en mode ok. Le plot twist du professeur qui en fait est mort, bon d'accord si vous voulez, mais au final qu'est-ce que ça fait? On passe trop peu de temps avec le professeur car même s'il y a un moment le prof disparaît, tu te rends compte que c'est un personnage tellement secondaire voire tertiaire que ça ne t'intéresse pas. Ça m'aurait plus pris émotionnellement si jamais Pepper, au moment où sa mère dans Écarlate et son père dans Violet avaient été emportés justement par cette faille spatio-temporelle et qu'il avait suivi son père ou sa mère. Voir ce personnage disparaître, là vraiment ça m'aurait pris émotionnellement. Et j'aurais trouvé ça incroyable de me dire que finalement, cet enfant qui avait été selon lui abandonné par sa mère, par son père et dont le seul ami avait été blessé à cause des travaux de son parent, décide de ne pas l'abandonner et d'aller dans cette nouvelle dimension avec lui, même si une réalité est claire, son père ou sa mère est décédé et il a suivi un robot. Mais même ce robot, qui finalement s'est révélé plus humain que le parent qu'il avait, il décide de ne pas l'abandonner.
Et je pense qu'ils n'ont pas poussé la chose jusqu'au bout parce qu'ils avaient la flemme. Ou parce qu'ils n'étaient pas capables de pousser leur concept suffisamment loin pour qu'ils deviennent intéressants. Maintenant, parlons des DLC. J'ai joué aux 2 DLC. Le DLC 1 est très sympa à faire en début d'aventure, beaucoup plus ennuyeux quand tu le fais en fin d'aventure. Et le DLC 2 qui n'est disponible qu'en fin d'aventure est fantastique. J'ai adoré. Et pourquoi j'ai adoré ces 2 DLC? Tout simplement pour les 2 personnages qu'ils mettent en avant, Rosé et surtout Cassis. Je pourrais un jour faire une tier list de mes personnages préférés dans Pokémon. Je pense que Cassis sera extrêmement haut. Parce que Cassis est hyper attachant. Son histoire est incroyable. Rosé est très attachante aussi. Et le conseil 4 du DLC 2 est le meilleur conseil 4. Je répète, le meilleur conseil 4 que j'ai fait de ma vie. Et pour moi, le point principal et peut-être le meilleur point positif de la 9G, ce sont les Pokémon. J'ai adoré les Pokémon apportés dans la 9e génération. Elle apporte 120 nouveaux Pokémon, soit le plus haut total de nombre de Pokémon ajoutés depuis la 5e génération qui avait un Pokédex entier qui lui était dédié. Et pour moi, tellement de Pokémon que j'aime. Malvalam, Karmadura, Kourou-Singe, Fulgulero, Briochien et Patachio, Gambec, Romago et Mordudor, Fort Ivoire, Pomme et ses évolutions, Dogrino, Gigancel et surtout les starters. Les 3 starters sont cool et c'était pas arrivé depuis la 6e génération. La 9G nous donne Coiffeton qui est fantastique et j'aime beaucoup Palmaval, Poussacha qui est trop mignon et même si on aurait préféré un Flamigator acier-feu, il reste bien mieux que beaucoup d'autres starters. Mais au final, la 9G doit avoir un bilan. La note! Si on doit considérer toutes les données et tout ce qui concerne la 9G Pokémon, on commence par acheter les jeux. Écarlate ou violet, 60 €. Si on veut y jouer dans des conditions maximales, on rajoute les DLC à 35 €, ce qui fait 95 €. 95 € au maximum de ses capacités. La 9G a donc pour moi une note de 8 sur 20. Alors oui, je sais, 95 € pour un jeu comme celui-là, c'est absolument catastrophique et il devrait avoir 0 sur 20 pour se dire qu'il faut autant pour avoir un jeu aussi médiocre, même au maximum des capacités. Je le comprends, mais je lui mets 8 sur 20 pour ces nouveaux Pokémon, ces personnages, mais malheureusement, la 9G n'était pas prête à sortir quand elle est sortie, et je pense que même aujourd'hui encore, si elle sortait, elle s'en sortirait uniquement avec une note de 12 sur 20. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez d'autres idées de vidéos, ou si simplement vous voulez qu'on discute de ce que j'ai pu dire dans celle-ci, et moi je vous dis à la prochaine.